Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue pour le Mayeko Talks du mois. Qui dit Mayeko Talks dit que je ne suis plus toute seule au micro du podcast. Et aujourd'hui, j'accueille roulement de tambour. Je ne sais toujours pas les faire, donc faudrait que j'insère des... Voilà. Ah merci, mon invité du jour l'a fait, c'est trop bien. Et ben cet invité, merci beaucoup. Donc c'est Nathan Serret qui est le fondateur de l'agence 95. Bonjour Nathan. Bonjour à toi et merci d'avoir fait le trajet jusqu'à Bruxelles. Bah écoute, avec grand plaisir. En plus, pour nos auditeurs, ils ne voient pas, mais les bureaux sont vraiment très très chouettes. Donc moi, je suis très contente d'être venue jusqu'ici. Tant mieux, ravi. J'aime bien découvrir. Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet de ton parcours et du bien-être au travail, j'avais un peu un espèce de petit exercice pour toi. Ok, déjà. Ouais, déjà. Bah, écoute, il faut que je te mette à contribution dès le début de l'épisode. Je trouve que c'est hyper important. Le petit exercice, c'est je te dis une question et je te dis est-ce que c'est un red flag ou pas un red flag en entreprise. D'accord, ok. Ouais, okay. Alors, tu choisis, soit tu me dis red flag ou pas red flag, soit t'expliques un petit peu. Ouais. C'est comme tu veux, mais pas trop long, hein, parce qu'on n'a pas la journée. Très quand bien. Même. Allons-y. Donc, baby foot dans l'accueil ou en tout cas dans l'entreprise. Red flag ou pas red flag? Red flag à 100%. J'ai fait beaucoup de tournages à l'époque pour RTL où effectivement les entrepreneurs, enfin les chefs d'entreprise aimaient bien dire on a un baby foot et on aurait dit que c'était le seul argument de bien-être au travail, quoi. Oui, on est une boîte familiale et enfin bref, ça va sûrement venir aussi dans les red flags, mais ça il y a des trucs que je peux plus entendre, quoi. Évidemment. Ok. Donc le baby foot, on évite en tout cas, ou en tout cas c'est pas le seul. Si c'est ton argument principal, c'est chaud. Okay. Alors, justement, entreprise qui se présente comme une entreprise familiale, on est une grande famille, tout ça. Elle est plutôt red flag, mais je l'ai dit moi-même aussi au début, parce qu'en fait, quand tu crées une boîte, je trouve, quand tu crées une boîte, tu y crois vraiment, en fait. Tu dis vraiment, en fait, on a une famille. Sauf que quand tu te rends compte que les gens, soit ne conviennent pas, ou bien soit partent, en fait, et vont travailler ailleurs, tu te dis, on était une famille pourtant, tu vois, donc t'es un peu déçu, et c'est là que tu te rends compte que, en fait, la famille, ça excuse tout, et c'est pas normal de tout excuser non plus dans une relation de travail. Et donc voilà, je suis ravi d'avoir des collaborateurs avec qui je peux m'entendre bien au-delà du travail, mais dire on est une famille, ça met une pression à tout le monde qui, je pense, n'est pas super saine, mais je comprends que certains le disent au début de leur entreprise. Ok, et ceux qui le disent toujours après 20 ans. Red flag alors. Oui. Alors le télétravail 3 jours semaine, red flag ou pas? Pas du tout, 2 jours, 3 jours, 4 jours, peu importe. D'ailleurs, à part le lundi ici chez nous où on a toute l'équipe qui est là, en vrai, je sais pas trop ce qu'ils font le reste de la semaine. Mais même pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je suis là, je peux être là un mercredi une semaine et pas là la semaine suivante. Et voilà, j'ai pas basé l'activité d'entreprise sur le fait qu'il y ait une présence ou pas au travail. Je pourrais être à l'autre bout du monde comme n'importe qui dans la boîte, ça fonctionnerait quand même. Donc non, plutôt ok sur ça. Ok, on va en parler, flexibilité, autonomie, on en parlera dans tout ce podcast. Et puis alors, dernière petite question, séance de yoga ou de sport sur les temps de midi, red flag ou pas red flag? Non, pas red flag. Je crois qu'il y en a qui sont vraiment contents d'avoir ça. On le fait pas chez nous. Mais si une fois on a quand même été courir pour s'entraîner pour les 20 km, mais non, je suis plutôt ouvert à ça. Je crois que c'est ok. Ok. En plus, il y a des douches, il y a des douches chez vous, donc pour les séances de sport à midi, c'est bien. Moi, j'en pense quoi? Moi, je trouve que oui, c'est chouette. Après, en fait, c'est toujours, tu vois, le baby foot en soi n'est pas un red flag, les corbeilles de fruits en soi ne sont pas un red flag, mais ça dépend toujours pourquoi tu le fais. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est pour cocher des cases, pour attirer les gens chez toi en disant ouais, on est cool, mais que, en fait, moi, tu sais, j'ai un peu une nouvelle notion. Tu vois, le greenwashing. Ouais. Et j'ai inventé entre guillemets une nouvelle notion, le cool washing. Ah mais ok, je te suis. Je te suis à 100%. On est d'accord sur cette notion. Je suis et je peux t'en sortir plein de références comme ça, donc je te suis à 100%. C'est comme tu vois, j'allais tourner dans des boîtes où donc à l'époque pour RTL ou Eldorado, j'arrivais, ils disaient donc voilà, on a une boîte super familiale, et puis t'as des ouvriers, des employés qui passent et tu vois qu'ils se vous voient avec le CEO, et le CEO c'est même pas comment ils s'appellent les mecs, et donc tu te dis ouais, quand même, pour une famille, vous n'avez pas trop vous connaître. Et donc, souvent, en fait, les boîtes qui étaient les plus familiales avec les meilleures ambiances, c'est celles où le patron n'avait pas besoin de le dire. Et donc voilà, au moins, quelqu'un essaie d'en faire sur on a une super ambiance ici. Au plus, j'ai confiance. Ok, super. Bon, Nathan, toi, tu passes quand même d'indépendant. Tu vas nous expliquer un petit peu, tiens, tu as commencé assez jeune, je pense, dans le monde du travail. Donc, tu vas un peu nous expliquer ce parcours-là. Et moi, j'ai envie de savoir comment on passe de parcours d'indépendant à fondateur d'une boîte.
Écoute, moi, ça a toujours été un moyen plutôt qu'une fin en soi. Donc, chaque fois, c'était un véhicule différent qui me permettait qui s'adaptait, en fait, à l'activité que je voulais faire. Quand je commence, j'ai 14-15 ans. Bon, à ce moment-là, évidemment, je suis même pas stagiaire officiellement. Je suis rien du tout. Oui, t'es jeune, t'es très Je jeune. suis juste jeune, quoi, tu vois. Donc, là, je commence à écrire pour la Meuse-Verviers, donc en région verviétoise, parce que je viens de là. Puis pour le soir, pour être très transparent, ils me payent en droit d'auteur à l'époque. Donc, je ne suis même pas ni stagiaire, ni salarié, ni quoi que ce soit. Je fais une session de mes droits d'auteur sur chaque article que j'écris. C'était à moitié légal, je crois, mais il y a prescription, c'était il y a 15 ans, donc ça va. En tout cas, il y avait une volonté de leur part de, à un moment, me donner un petit quelque chose. Donc voilà, c'est assez appréciable quand même. Et à cet âge-là, pour moi, c'était toute la fortune du monde. Ensuite, j'arrive à Bruxelles pour commencer une part de mes études et puis pour travailler pour RTL. Là, ce qu'on a fait, c'est j'étais étudiant, jobiste étudiant. Bon, c'était le meilleur statut pour moi à ce moment-là parce que j'étais étudiant, mais j'étais considéré comme un salarié à part entière pour eux. C'est-à-dire qu'ils me disaient pas, ouais, le petit stagiaire va faire du café. Enfin, c'était vraiment, j'avais un vrai travail intellectuel entre guillemets à proposer. Et puis dès que j'ai arrêté les études et que mes jours étudiants sont écoulés, en fait, je suis passé en tant que pigiste, qui est un statut très particulier dans le monde des médias, qui n'existe pas vraiment dans d'autres secteurs. C'est un peu comme une sorte d'intérimaire à la semaine, quoi. C'est-à-dire que toutes les semaines, je savais que j'avais du travail, je sais pas moi, du lundi au vendredi pendant 4 heures, 4 heures de travail par jour, et donc chaque semaine, je pouvais être viré, quoi, en fait, ce qui est un peu particulier. Donc, ça travaille beaucoup à la confiance et tout. Je pense d'ailleurs que c'est un statut qui vraiment est particulier au monde des médias et qui sera difficile de faire changer parce que voilà, c'est comme ça, c'est installé. Ouais. J'avais été voir à l'époque des avocats, etc., des gens spécialisés pour savoir est-ce que c'est vraiment ok, et tout le monde s'accordait à dire que non, pas vraiment, mais, mais voilà, okay. Tout le monde, à partir du moment où tout le monde acceptait, c'est que ça devenait ok. Et puis très vite, quand j'ai commencé à bosser de manière plus régulière pour Radio Contact, pour RTL, je me suis dit tiens, j'ai peut-être envie de tester, de facturer un truc ou l'autre à côté. J'ai jamais trop été pour faire du black en fait, donc je sais même pas si j'aurais réussi à le faire, et donc je me lance comme indépendant complémentaire. Ce qui est un super tremplin, je trouve, dans le monde du travail, parce que tu as les avantages d'être salarié sans les inconvénients d'être sans filet, quoi, en fait. Et donc là, la meilleure personne à connaître à ce moment-là, c'est un comptable. Ici, il s'avère que c'est la maman de mon meilleur ami qui tient une fiduciaire comptable et qui m'a épaulé là-dedans, dans les démarches, le secrétariat social, tu vois, ouvrir un numéro d'entreprise, ouvrir un compte en banque, etc. Donc elle m'a donné vraiment toutes les étapes, donc j'ai été facilité pour ça. Mais il n'empêche que bon, faut quand même le faire à un moment. Et donc ça, c'était vraiment mon bon tremplin. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me lancer véritablement comme indépendant, elle m'a dit je pense que ce serait bien que tu fasses une société. Fiscalement, ce sera plus intéressant. Et en fait, en vrai, c'est cool parce que pour moi, ça me permettait aussi de capitaliser sur un véhicule, tu vois, voilà, bien clair et de dépersonnifier aussi mes activités et de les mettre dans une entité à part entière. Et donc, j'ai créé une société 95 chez le notaire et tout ça. Et donc, en fait, je suis passé de indépendant complémentaire de salarié à société directement. Donc, j'ai pas eu cet entre-deux d'indépendant. Ouais. Je le regrette pas particulièrement parce que je crois qu'être indépendant complémentaire me donnait déjà un petit avant-goût de tout ça, quoi. Voilà, t'as l'ensemble de mon parcours. Ouais, j'ai l'ensemble du parcours. Et l'idée 95, je sais que l'idée 95 vient juste de ta date de naissance parce que on s'est dit, et donc petite dédicace à Kevin qui n'est pas avec nous mais qui est un de tes collaborateurs qui a dit 100 000 fois à toutes les équipes que j'étais née en 95. Parce que lui aussi, donc il en fait un truc, tu vois, c'est presque un argument de recrutement. Donc en fait, le 95 est très très important. Ouais, hyper. C'est devenu un slogan aujourd'hui. On dit, on a au moins 95 façons de faire parler de nos clients parce que ça représente bien notre travail en relation publique, tout simplement, quoi. Mais donc c'est devenu une explication par après, mais à la base, c'était juste ma date de naissance et tout, quoi. Voilà. Mais donc vraiment, c'est quand t'as créé la boîte, le 95, il vient de là? Ouais, parce que pendant 2 ans, donc de 2017 à 2019, en fait, j'ai créé la société en tant que telle et je n'avais pas pour but de la visibiliser. C'était juste pour facturer les trucs, quoi, sous forme de société et comme une manco, quoi, en fait. Et donc en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit non, en fait, j'ai peut-être besoin d'avoir quelqu'un en plus, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et donc c'est là que je suis un peu sorti du bois en disant j'ai créé une boîte et ça s'appelle 95 en toutes lettres et that's it, c'est la fin de l'histoire, quoi. Tu vois, donc c'est juste quand t'es devant chez le notaire, tu te dis, il y en a beaucoup qui vont dire, je sais pas moi, Nathan Sorel, donc NS Invest ou tu vois NScom ou des trucs comme ça. Bon, voilà, je trouve ça un peu bateau et donc j'ai trouvé un autre truc qui était bateau aussi, à savoir ma date de naissance, moi qui ai commencé très très jeune, le fait de mettre en avant ce chiffre était quelque chose que je faisais régulièrement, chez 95, les gens me disaient oh là là, mais t'es trop jeune et tout, et donc c'était presque une sorte de une évidence à ce moment-là. Ouais, et quelque part en fait, je trouve c'est bien parce que tu vois dans ce monde du travail, il y a parfois un peu ce sentiment de pas être légitime quand t'es jeune, tu vois, d'apporter ton expertise aussi, et en fait quelque part inconsciemment en appelant ton agence 95, t'as un peu ce truc de
Bah ouais, on l'assumer. est jeune et on l'assume et c'est ok. Ouais, c'est vrai. On est hyper expert quand même, quoi, tu vois. C'est vrai. Après, tu vois, moi, j'ai eu la chance dans tout mon parcours, hein, en journalisme et puis après en radio et en télévision, à aucun moment on m'a fait ressentir que j'étais jeune, à part d'une bonne manière. C'est-à-dire, Ouais. ah, c'est cool ce que tu fais pour ton âge, etc. Et donc, je n'ai jamais été stigmatisé, oserais-je dire, pour le fait d'être jeune. Je dirais que moi, je me le suis pris plus tard, où j'avais un peu une sorte de complexe d'imposteur, même si tout le monde le dit aujourd'hui, donc ça n'a plus beaucoup de valeur. Mais en fait, ce sentiment, tu vois, d'être en mode, ok, mais en fait, j'ai pas de diplôme, tu vois, j'ai commencé jeune, mais du coup, j'ai rien qui vient attester de mes connaissances. C'est venu beaucoup plus tard. Quand j'étais jeune, j'avais un côté un peu plus, tu vois, candide, en fait, tête brûlée, je faisais mon truc sans trop me poser de questions. Et en fait, la réflexion, elle est arrivée plus tard, paradoxalement, quoi. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi ton day-to-day un peu à toi en tant que fondateur de 95? Qu'est-ce que vous faites déjà de base à l'agence un petit peu en une phrase? Et Ouais. puis toi, concrètement, dans l'agence, qu'est-ce que tu fais? Écoute, au 95, Ne dis pas rien. Non, surtout pas. Une agence on est 6-7 dans l'équipe, donc ça reste une petite boîte, mais qui a le moyenne d'âge de 26-27 ans, un peu moins, je crois, en fait. Donc je suis plus âgé, finalement, dans l'équipe. J'ai 30 ans, là, aujourd'hui. On est une agence de relations publiques, c'est-à-dire qu'on aide nos clients à travailler leur réputation, en grande partie dans les médias. Et donc, comme moi, justement, j'ai eu un parcours en radio, en presse écrite, en télévision. Je connais assez bien les médias de l'intérieur, et c'est le cas, en fait, de la plupart des membres de l'équipe aujourd'hui aussi. Et donc, on les aide à aller chercher la visibilité qu'ils méritent d'avoir auprès des médias. Donc, c'est un taf d'attaché de presse, en fait, en résumé. On fait aussi bien pour des sportifs, des artistes, des entrepreneurs, des startups, des scale-up, enfin, vraiment de tout, dans tous les secteurs. Donc, c'est assez amusant, c'est le grand écart en permanence. Ça, c'est pour ce qu'on fait, nous, dans l'équipe. En ce qui me concerne, moi, forcément, mon travail, il a changé entre ce que je faisais au début et aujourd'hui. On en parlera sûrement après, tu vois, mais avant, j'étais vraiment les mains dans le cambouis sur tous les projets, avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de hauteur pour justement mettre mon énergie là où elle a vraiment de la valeur, à savoir aller chercher de nouveaux contrats, tu vois, faire des relations plutôt stratégiques, faire les ressources humaines et la comptabilité aussi, tu vois, un peu le day-to-day de la gestion d'une société. Ça, c'est moi qui le fais également, et ça me plaît de le faire, en vrai, donc j'aime plutôt bien. Donc voilà, c'est plus un rôle de management, en fait, de la boîte, que d'aujourd'hui avoir les mains dans le cambouis. Et j'aime bien le faire de temps en temps encore, mais je me rends compte que l'équipe est bien meilleure que moi pour ça aujourd'hui. Il y a des bien meilleurs réflexes, en fait. J'aime beaucoup que tu soulignes cette importance, enfin, que l'équipe, en tout cas, soit bien meilleure que toi. On y reviendra peut-être plus tard, mais justement, tu vois, toi, tu as commencé du coup seul et puis tu passes en équipe. Donc là, effectivement, tu dis, tu as une fonction plutôt davantage vers le management. Est-ce que forcément, quand on commence seul puis qu'on grossit, entre guillemets, est-ce qu'on passe d'office par le micromanagement ou Ouais, évidemment. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu, c'est là. Pour moi, il y a plusieurs phases de maturité en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai beau te l'expliquer, tu vois, avant que tu lances ta boîte, tu dois quand même passer par ces phases-là. C'est comme au début, tu vois, t'as envie de tout faire, t'as envie de proposer tous les services parce que tu te dis, voilà, j'ai envie de prendre tous les contrats qui existent. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, non, il faut trouver un peu ta zone de génie, hein, comme on dit, tu vois, ou les choses dans lesquelles ce qui te ramène finalement le plus d'argent, dans lequel t'es le meilleur. Et à ce moment-là, tu en as commencé petit à petit à refermer, tu vois, à refermer l'angle de ce qu'on pouvait proposer et aller sur des choses sur lesquelles on est vraiment excellent. C'est pareil, en fait, tu vois, pour la gestion d'équipe, c'est que même si je te dis, ça sert à rien de micromanager, laisse les gens faire, etc., tu vas quand même passer par cette étape-là, parce que si toi-même, t'as été un peu artisan de ce secteur-là, donc de la communication, t'as envie au début que tout soit parfait, et tu te dis, mais en fait, je vais le faire mieux que les autres, et j'aime pas trop la direction qu'il ou elle prend. Et pour moi, c'est vraiment cette phase de maturité qui est arrivée il y a plus ou moins 3 ans, a été de pouvoir vraiment lâcher du lest et dire, ok, je dois leur faire confiance à 100%. Et effectivement, ils vont pas le faire comme moi au début, mais au bout d'un moment, ils vont le faire avec eux, leur prisme, leurs acquis, leur expérience, et ils vont parfois le faire beaucoup mieux que toi, tu vois. Et donc, ça demande de mettre un peu l'ego de côté et de laisser la confiance. Mais en général, je suis plutôt content après ça. Moi, aujourd'hui, le micromanagement, je le fais plus. J'ai compris que j'étais plus là pour résoudre des problèmes que pour aller m'occuper de tout, en fait, en permanence. Et je crois que c'est ça qu'ils viennent chercher aujourd'hui, les collaborateurs, c'est de venir me trouver quand il y a un truc qui bloque. Et là, avec mon expérience, je peux dire, attends, moi, j'aurais peut-être imaginé ceci, ou peut-être, attends, si t'appelles cette personne-là, ça peut faire ça comme effet. Et donc, ça, c'est beaucoup plus amusant, je trouve, en fait, de régler ces problèmes de cette façon. Ça a été quoi, toi, ton déclic pour ne plus faire du micromanagement? Parce que effectivement, oui, je pense que c'est hyper humble de le reconnaître et tout le monde ne le fait pas. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de te poser la question, que parfois, il y a des managers qui disent non, je fais pas du tout du micromanagement, etc. Et en fait, il y a rien de, entre guillemets, mal à faire du micromanagement. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'en rendre compte et se remettre en question par rapport à ça et se dire comment je peux faire pour évoluer. Donc, toi, ton déclic, il a été où?
Ou ça a été un chemin, je sais pas, tu peux nous expliquer? Ouais, mais j'ai une image très précise en tête de moi, quasi la tête entre mes, tu vois que je me tiens la tête entre les deux mains, je suis allongé dans mon lit. Je sais plus à quel jour de la semaine on est, mais je me rends compte qu'en fait, je travaille 7 jours sur 7 et je me dis mais en fait, je suis tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de gérer des trucs et en plus de ça, l'argent ne rentre pas, tu vois? Et donc donc c'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Et je me dis ça va pas et donc j'ai ma femme qui me regarde et qui a l'air bien peinée pour moi mais qui sait pas trop quoi faire, tu vois? Et donc je suis là et donc voilà, le fait de sortir un peu ça de moi, je crois qu'il y a un peu un déclic qui se fait. Et puis, c'est l'arrivée notamment, tu vois, dans l'équipe d'un gars comme Kevin, donc que tu citais avant, qui est arrivé à cette période de transition où très vite il y a ce déclic de, en fait, peut-être que je devrais lui faire confiance parce qu'il a compris en gros ce que je voulais dire ou ce qu'on doit faire. Et donc il y a un moment, je l'ai vraiment laissé quasi s'enfiler sur un projet. Et tu vois, il m'a posé 200 questions sur le premier projet. Puis, tu vois, 50 sur le deuxième, puis 10, puis 5. Et puis, en fait, au bout d'un moment, c'était good, il était parti. Et je me suis dit, ah, putain, en fait, il est bien meilleur que moi parce qu'il est bien meilleur commercial. Et donc, du coup, ça a certains avantages sur certains aspects et tout. Et puis, en fait, j'ai décidé de faire ça sur les suivants qui sont arrivés ou sur les autres membres de l'équipe qui étaient là. Et donc, c'est vraiment de leur dire, je te fais 100% confiance, vas-y, quoi. Et c'est difficile aussi pour la personne en face parce que, tu vois, tu te dis, OK, mais si je fais une connerie, je me fais engueuler, etc. Donc, c'est d'arriver à être en accord avec cette décision-là. Et ça demande aussi d'accompagner beaucoup au début, d'être là, de pouvoir répondre à ces questions, de pouvoir aider un maximum. Mais tu vois, pour revenir sur ce que je te disais sur, je suis là pour résoudre des problèmes. Depuis quelques mois, je m'amuse beaucoup. Tu vois, on a une sorte de press room interne sur laquelle, voilà, qui permet de gérer tout notre business. C'est comme une sorte de RP, si je puis dire, tu vois, de logiciel interne. Et en fait, je m'amuse depuis quelques mois à développer plein de trucs qui permettent de faire gagner du temps à tout le monde. Et en vrai, en toute logique, je suis censé, tu vois, prendre un développeur et lui dire, bah voilà, j'ai besoin de ça. Mais je connais tellement bien notre secteur, je sais tellement bien ce qu'on fait au quotidien, je connais tellement bien les problèmes de l'équipe puisqu'il me les rapporte, que du coup, je m'amuse en fait. Et tous les jours, je leur dis, ah, j'ai développé ce petit truc-là, vous allez gagner 2 minutes sur ça. Ah, bah maintenant, on a des modèles de mails que vous pouvez générer automatiquement. Ah, on a tu vois, avant, je l'ai développé hier, littéralement. Donc, je t'explique. On fait des photos de profil WhatsApp personnalisées pour les groupes qu'on crée avec nos clients, parce que c'est plus simple de parler avec eux. Et à chaque fois, ces photos de profil, je l'ai demandé à Lucas, qui est mon frère, qui est graphiste. Sauf que, tu vois, c'est pas le truc sur lequel il a une valeur ajoutée énorme. Enfin, c'est chiant, ça lui prend, ok, certes, 1 minute de le faire, mais ça demande de couper son travail et puis de le faire, tu vois. Et donc là, j'ai développé un truc hier en 1 heure. En fait, maintenant, tous les chefs de projet peuvent le faire eux-mêmes. Et tu vois, là, je me dis, bah, en fait, même si c'est pas mon taf à la base, tu vois, je suis pas développeur et je veux dire, je suis pas, c'est pas mon taf de boss de boîte, bah, j'ai l'impression de leur avoir fait gagner du temps à tous. Et donc, en fait, c'est du micromanagement, mais de ma propre société. Mais je les ai pas emmerdés dans leur travail. Au contraire, je leur ai facilité leur travail. Et voilà, c'est là où je viens mettre de l'huile, en fait, dans tous les rouages, quoi, tu vois, c'est mon taf aujourd'hui. Bah, c'est aussi, et je pense que c'est super important en tant que manager, c'est d'avoir aussi cette vision de comment est-ce qu'on peut automatiser certaines choses ou mettre en place des process qui vont nous permettre de gagner du temps. Alors quand je dis process qui vont nous permettre de gagner du temps, on parle pas des timesheets où tu dois encoder toutes tes heures à la minute près. Là, je crois que ça fait pas trop gagner du temps aux équipes, mais ce genre d'initiative, comme tu dis, bah clairement ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais je fais un vrai travail sur moi-même aussi, sur le fait d'arriver à processiser tout ce que tu fais. J'ai eu une discussion qui m'a éclairé de fou il y a 2-3 semaines dans un événement. Un mec m'a dit, écoute, moi je suis ingénieur et pour moi le fait de dire, ah ça c'est du feeling, il dit ça n'existe pas. Le feeling, il vient peut-être de tes 15 ans d'expérience, mais il vient aussi de 200 décisions que tu as prises en 5 secondes. Et en fait, si tu arrives à décomposer tout ça, tu permets à n'importe qui de pouvoir prendre les mêmes décisions que toi et de commencer à comprendre ce feeling-là aussi. Mais tu vois, et donc ça, c'est une erreur que j'avais souvent, c'est de dire, bah allez, tu le sens que c'est le truc est bien ou n'est pas bien. Mais non, en fait, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas le même parcours que toi ou la même expérience et les mêmes acquis. Et donc, là, je fais un gros travail sur moi-même et sur l'équipe aussi pour qu'on arrive à décomposer chaque petite décision qu'on prend pour comprendre pourquoi on l'a prise. Mais là, c'est encore un autre niveau de réflexion, tu vois. Mais cette discussion que j'ai eu avec ce mec, elle m'a bouleversé, j'y pense tous les jours. Et pour moi, ça, c'est un vrai truc aussi d'arriver à bien déléguer, c'est d'expliquer pourquoi tu as fait ces choses-là et comment tu les as faites comme ça. Parce que si tu dis juste, bah attends, c'est du feeling, tu le sens. Non, en fait, tu vois, non, il y a des raisons et il faut arriver à diviser, à granulariser chacune de ces décisions, quoi. C'est hyper intéressant. C'est vrai que je trouve ça aussi hyper smart parce que c'est vrai, parfois on se dit, mais c'est juste du bon sens. Mais c'est vrai que le bon sens n'est pas le même pour tout le monde. Puisqu'on a chacun, bah, comme tu dis, notre expérience, notre bagage, notre vision du monde aussi. Et dans l'équipe, il y a des gens qui sont à la fois très sur le feeling, parce que ils fonctionnent comme ça, et moi j'en fais partie, et t'en as d'autres qui sont très sur les process. Et il y a les deux qui, tu vois, qui existent dans l'équipe, et il faut arriver à trouver des solutions qui contentent les deux. Et des gens qui sont très process et très carrés, ils ont besoin de ça, et si tu leur offres pas ça, bah, en fait, ils vont être en galère en permanence, parce qu'ils vont pas capter pourquoi t'as pris cette décision, et ils arriveront pas à la répéter. Par contre, si t'arrives à leur expliquer pourquoi tu l'as fait, en fait, ils vont être 3 fois plus rapides que toi, puisqu'ils vont être beaucoup plus carrés sur plein d'aspects. Et donc voilà, il y a les deux qui existent dans l'équipe, et donc il faut arriver à évoluer avec ça, quoi.
Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Alors, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une équipe qui est quand même majoritairement jeune, même plus jeune que toi, hein, puisque tu as dit que tu étais le plus vieux. Ouais. Comment on fait parce qu'on entend beaucoup parler de cette fameuse Gen Z, de ces jeunes qui sont paresseux, qui ne veulent plus travailler. C'est quoi un peu ta vision déjà par rapport à ça? Et puis, comment on fait pour garder les gens? Ou alors, même carrément, est-ce que c'est OK que les gens partent? C'est quoi un peu cette vision de culture d'entreprise avec une équipe jeune que tu as, toi, aujourd'hui? Moi, en engageant mon premier collaborateur, j'ai directement eu l'envie de pouvoir lui offrir les mêmes facilités que j'avais quand j'étais chez RTL. Ce qui va être paradoxal, parce que tu vas te dire, bon, RTL, c'est une grosse boîte de, je sais pas, 300, 400 personnes. Ça devait être hyper hiérarchisé et tout. En fait, pas du tout. En tout cas, les personnes qui étaient censées me manager m'ont offert une liberté totale d'action. Je voulais faire un truc, je le faisais. Je voulais arrêter, j'arrêtais. Je voulais tester quelque chose de nouveau, je pouvais le faire, tu vois. Et donc ça, c'est une chance, tu vois, ultime. Mais peut-être que je suis tombé sur les bonnes personnes aussi, hein, donc je le reconnais. Mais donc, j'ai voulu directement insuffler ça chez 95 et que chacun puisse voilà, être libre de faire ce qu'il voulait. Et donc même à un moment, les horaires, ça me rendait fou de devoir faire des horaires sur une feuille papier, devoir les afficher parce que légalement, c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'en fait, je me disais, il y a des moments où tu peux pas, en fait, par exemple, être efficace 8 heures par jour d'affilée. Pour moi, c'est pas possible. Et il y en a qui aiment bien bosser, tu vois, le soir pendant 2 heures. Moi, j'en fais partie. Cool, tu vois, ou il y en a qui aiment bien bosser le week-end. Moi, tous les dimanches, je viens ici au bureau, je viens travailler. Peut-être qu'il y a des employés qui aiment bien cette manière de fonctionner, mais qui, parce que le carcan ne le permet pas, ils peuvent pas le faire, tu vois. Donc ça m'a tout de suite pas mal énervé, donc j'ai essayé de leur donner un maximum de liberté. Pour ce qui est de la génération Z, parce que je l'ai beaucoup entendu, notamment dans les tournages dans les entreprises, ouais, c'est difficile d'engager, les jeunes veulent plus travailler, etc. Au début, je pouvais un petit peu l'entendre, parce que c'était une sorte de mouvement qu'il y avait un peu post-Covid, etc. Après, je suis très vite devenu pas d'accord sur ça parce qu'en gros, moi, je pense que les jeunes, ils veulent bien travailler, mais ils ont besoin de 2 choses importantes en tout cas. La première, c'est de l'autonomie. Donc, on en revient à ce côté micromanagement, en fait, tu vois, c'est qu'il faut leur laisser une autonomie totale, surtout. Et donc, vient alors la deuxième chose, qui est la confiance. Il faut leur faire confiance dans le travail et donc et dans leur gestion aussi de leur emploi du temps. Par exemple, oui, ok, on sait qu'ici, les journées, c'est en plus ou moins de 9h30 à 17h30. Ok, bon, s'il y en a qui arrivent à 9h, tant mieux pour lui. S'il y en a qui arrivent à 10h, il a sûrement ses raisons. Quand quelqu'un me dit, ok, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 13h, est-ce que je peux bouger? Je pose pas la question, je commence pas à me dire, oui, mais attends, il faut rattraper ces heures-là à un autre moment. Je dis oui, ok, et je sais même pas si la personne va retravailler après l'après-midi. Je m'en fous un petit peu, parce que je sais que quand il y a des moments, des périodes plus chaudes, je sais que la personne, elle est là, quoi, en fait, tu vois. Évidemment, ça doit être cadré, il faut qu'il y ait des limites à ça aussi, tu vois. Si je vois quelqu'un travailler 7 jours sur 7, il faut aussi que je puisse lui dire, attention, là, tu débordes un petit peu. Mais cette flexibilité, elle doit absolument aller dans les 2 sens. Et c'est un peu trop facile de dire ouais, moi j'attends que vous soyez là quand il y a des périodes chaudes et tout, mais en fait de pas donner la flexibilité dans l'autre sens et de commencer à tout calculer. Et donc moi je calcule rien, je sais même pas quand il y en a qui sont là ou pas là au bureau, est-ce que s'ils sont en télétravail, ils travaillent vraiment, j'en sais rien en fait, tu vois. Mais à partir du moment où je considère que le travail il est fait et que quand j'ai besoin d'eux ils sont là, ou quand les clients ont besoin d'eux ils sont là, en fait, tant mieux, si t'as bien géré ton travail et ton emploi du temps, c'est bien comme ça. Et donc, vraiment, pour moi, c'est 2 trucs. C'est cette autonomie, mais je l'ai apprise il y a 3 ans, en fait, en vrai, tu vois, ça m'a mis du temps. Et par contre, la confiance, ça a été assez vite, le fait de faire confiance aux gens et de les laisser faire un peu ce qu'ils voulaient. Je crois que si t'as ça, il y a aucun employé qui peut se dire, après, oui, on peut parler de salaire et tout ça, mais ça a jamais été la raison pour laquelle quelqu'un est venu chez nous, parce qu'en fait, on reste une petite boîte, tu vois. Si t'as envie d'avoir un gros salaire, va dans le service public, tu vois, va dans des grosses boîtes de consultance, et là, tu seras bien, t'auras ta voiture, t'auras tout ce qu'il faut. Ici, il y a pas ça. Mais donc, du coup, si les gens restent, c'est potentiellement que c'est pas l'argent qui les fait rester. En fait, tu vois, c'est la liberté totale qu'ils ont par rapport à la gestion de leur travail. Donc, il y a un peu ce sentiment d'intrapreneuriat, tu vois, même si, bon, pour une petite boîte, je sais pas si c'est vraiment, ça pourrait se dire, mais c'est qu'en fait, ils sont responsables de leurs clients du début à la fin, du premier contact commercial jusqu'au moment où on envoie la facture et ils serrent dans la main pour dire merci pour la collaboration. Et donc, c'est trop cool, tu vois, t'as l'impression que c'est presque ta boîte, en fait, tu gères tes propres clients. Donc voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, les choses que tous les patrons d'entreprise doivent pouvoir intégrer et comprendre. Et si t'es directement en train de dire, ouais, mais les jeunes, ils veulent pas travailler, ils veulent juste des jours de congé, ils veulent juste... En fait, t'es mal parti, malheureusement, t'attireras pas les bonnes personnes et donc tu vas tout le temps être déçu, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Bon, moi, je rejoins évidemment ta vision, même si j'essaie de rester le plus impartial possible sur ce podcast, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, je choisis aussi des invités voilà. avec qui je me sens aussi alignée, on va pas se mentir. Justement, on parlait un petit peu de cette flexibilité en termes d'horaire de travail, etc. Chez toi, je pense que majoritairement tout le monde est en 4/5e. Oui, j'en ai 2 en temps plein, le reste est en 4/5e, ouais.
Du coup, j'avais envie, parce que je trouve que ta vision du 4/5e est hyper intéressante, donc j'avais envie que tu nous expliques un petit peu ça. Ouais. Bah, en fait, tu vois, je te parlais de cette liberté que j'avais quand j'étais chez RTL où, bon, j'étais pigiste, donc forcément, par essence, j'étais libre, en fait, d'aller bosser ailleurs si je voulais. Mais ce que j'aimais bien, c'était de pouvoir, je trouve que le fait de travailler sur d'autres choses à d'autres moments, par exemple, lors ce 5e jour, en fait, tu travailles pas, bah, ça te permet, d'une part, d'ouvrir un peu ton esprit sur d'autres choses. Ouais. Et d'autre part, ça te donne aussi un nouveau souffle sur ton taf principal, tu vois. Et donc, bah, par exemple, chez nous, on a, je sais pas, Isaline qui est photographe, tu vois, sur le côté. Bah, le fait qu'elle soit photographe, je m'en suis rendu compte tard, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais c'est cool, parce que du coup, peut-être que sur certains clients, en fait, tu pourrais peut-être leur faire quelques photos, tu vois, on a besoin de photos professionnelles à envoyer aux médias. Ah ouais, avec plaisir, et t'es même content de pouvoir le faire, tu vois. Mais c'est pas du tout un truc qu'elle a appris chez 95, qu'elle l'a fait sur le côté. Notamment parce qu'elle a un jour par semaine où elle travaille pas pour nous, tu vois. Ouais, et donc, ouais. elle a pu peut-être se former, tu vois, se tester sur des festivals ou j'en sais rien. Et donc, pour moi, c'est vraiment important ce jour. Alors, t'es pas forcément obligé de travailler ce jour-là et de faire autre chose. Il y en a qui sont très contents de travailler 4 jours par semaine. Mais avoir ce week-end qui dure finalement 3 jours, ça offre une vraie pause d'une part. Le vendredi, par exemple, pour moi, il est intéressant parce que tu peux vraiment profiter comment dire, d'aller en ville, de faire des magasins et tout sans pour autant, tu vois, être en week-end et Ouais, il y a plein ouais. de gens et tout, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai très vite, d'une part, c'était une question financière pour moi de proposer ou bien un mi-temps ou bien après un 4/5e. C'est que ça coûtait moins cher, en fait, tu Ouais, vois, ouais. tout simplement. Et après, c'est presque devenu un argument de, bon, en fait, en vrai, en 4 jours, les gens, tu vois, font quasi le même taf que sur Ouais. 5 jours. Et le vendredi, en vrai, c'est souvent un jour aussi où les clients répondent moins, où tu vois, on a moins de demandes entrantes, moins de journalistes, etc. Donc, en fait, ça correspondait, ça convenait à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que c'était presque devenu une sorte d'argument en soi d'être en 4 jours semaine. Même si demain, il y a quelqu'un qui me dit je veux être en temps plein, bah, on passera en temps plein, tu vois, mais il n'y a pas de souci. Ou si je veux repasser en 3 jours semaine, bah, on en discutera. Et si c'est mieux comme ça, on le fera, quoi. Donc voilà, je pense que le fait, alors juste précision, on n'est pas sur le 4 jours semaine à 38 heures. Donc c'est un 4 jours semaine à 32 heures. Donc le salaire est un peu plus bas, mais en fait pas tant que ça. En brut, oui, c'est la différence, elle est là, mais en fait en net, ça représente parfois genre 100 euros de différence, quoi, tu Ouais. vois. Donc ce qui est ultra frustrant pour moi et pour les employés aussi qui sont en temps plein. Maintenant, bon, ok, tu peux te dire, tu cotises plus pour ta pension, etc., parce qu'il y a plus de précompte et tout, mais quand même, tu vois, tu te dis, ouais, tu passes un jour de plus au travail, t'as pas grand chose de différence. Ouais. Bon, voilà, c'est la fiscalité qui est ce qu'elle est, c'est les règles du jeu, tu vois, et tout le monde les connaît. En fait, moi, je suis un peu pro réduction du temps de travail aussi, parce que effectivement, tout ce qui est recherche cognitive, etc., démontre aussi que, bah, comme tu le disais en fait au début de podcast, Ouais. 8 heures par jour devant un PC, personne n'est performant. Et donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher cette performance et cette efficacité différemment? Je pense que le 4 jours semaine, ou en tout cas la réduction du temps de travail, est une des solutions, pas la seule, mais une des solutions qui peut nous y aider. Et en fait, il y a beaucoup, dans les livres que je lisais et tout ça, il y a beaucoup ce truc de oui, mais qu'est-ce que les gens vont faire s'ils ont plus de temps? Tu vois, un peu cette crainte finalement de les gens qui partent parce qu'ils ont la possibilité de, comme tu dis, tu vois, les photographes, de découvrir d'autres choses. Si à un moment donné, elles décident de s'en aller pour se Ouais. lancer à 100%, tu vois, il y a un peu cette crainte aussi des patrons. Comment toi, tu le gères ça? Bah, c'est un peu comme si tu disais, ouais, si jamais ma femme, elle va en soirée ou tu vois, elle va à un événement, elle va rencontrer des gens ou sur le lieu de travail, elle risque de rencontrer les gens. Est-ce qu'elle risque pas de me quitter à un moment, de se rendre compte que tu vois, il y a mieux ailleurs et tout? Bah oui, en fait, tu vois, mais je veux dire, elle a pas besoin de cette liberté ou de pas cette liberté pour potentiellement te tromper ou bien vouloir aller voir ailleurs, tu vois. Donc, J'adore ce mais non, parallèle. mais c'est vrai, tu vois. Ah oui, à fond. Tu vois, par exemple, ici, j'ai chez nous, on a un Mariam qui est parti il y a un mois justement. Ça faisait 3 ans qu'elle était dans l'équipe. Franchement, elle a eu un parcours génial chez nous. Elle a super bien évolué et c'est quelqu'un que je considère vraiment même à titre personnel. Elle est partie. Là, elle travaille pour un hôtel de luxe à Bruxelles. Donc c'est complètement différent de ce que Mm. nous on fait. Elle va gérer la com évidemment pour eux. Et tu vois, quand elle m'a dit voilà, en fait, elle dit j'aimerais rester, mais franchement, j'ai envie de tester autre chose. Et j'étais en mode mais vas-y quoi, tu vois. Si elle avait besoin de ma bénédiction, elle l'avait en tout cas parce que je comprends, tu vois, au bout de 3 ans, et tu sais, 95 il reste pour beaucoup une première expérience. Et Ouais. quand c'est une première expérience, il faut assumer le fait que les gens aient envie de voir ailleurs comment ça se passe, tu vois. Parfois, il y en a qui vont te dire, ah, finalement, c'était quand même pas si mal. Et d'autres qui vont dire, ah bah non, je suis content d'avoir testé d'autres trucs, tu vois. Donc moi, dans tous les cas, tu vois, comme j'aime bien dire, savoir dire bonjour, c'est savoir dire au revoir, tu vois. Donc quand tu accueilles quelqu'un dans l'équipe et que tu l'engages et que t'es content parce que tu te dis, un beau parcours chez nous, faut savoir qu'à un moment, cette personne va partir. Que ce soit toi qui la licencie ou que ce soit la personne qui a envie de partir tester autre chose, quoi, tu vois, parce qu'elle se sent pas bien ou parce que simplement elle a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Et donc il faut que voilà, ce soit transparent et clair dès le début et après que l'histoire dure le plus longtemps possible. Mais je veux dire pareil sur le couple. Quand je me suis mis avec ma femme, je lui dis en fait de se dire ensemble à la vie à la mort, pour moi c'est bullshit, tu vois, genre si on passe 10 ans ensemble et que c'est génial les 10 années,
En fait, pourquoi est-ce que, tu vois, quand ça va moins bien, on devrait absolument essayer de continuer parce qu'on s'est dit à la vie, à la mort. Non, arrêtons et allons vivre une autre. Ça n'enlèvera rien au fait qu'on a passé 10 ans qui était très bien, tu vois. Donc voilà, moi, je fais ce Mais bon, parallèle-là, on finalement. te souhaite quand même de rester avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Hein, Bah, évidemment. En plus, là, tu vois, on a un enfant et tout ensemble, donc ce serait quand même compliqué, Si tu vois. jamais elle écoute ce podcast, on va quand même le dire. Hein, Non, mais en tout cas, ce sera pas un secret pour elle de l'entendre parce que c'est comme ça que je vois les choses. Oui. Ça sert à rien. Tu vois, déjà, les couples, surtout à l'ancienne, qui restaient tristement ensemble parce que justement, il y a les enfants, parce que c'est comme ça s'est installé. Ouais. Je trouve ça trop dommage. Maintenant, évidemment, tu vois, c'est pas au moindre problème que je vais me dire on arrête. Mais pareil pour un collaborateur, tu vois. Mais je suis assez convaincu que si tu vois, quand Mariam m'a dit je veux partir, j'ai pas commencé à lui dire ok, mais est-ce que si je te donne plus tu vois, d'argent, etc. En fait, son choix est déjà fait. C'est la première question que je lui dis est-ce que ton choix est déjà fait? Oui. Bah alors c'est très bien, tu vois, alors let's go et on va essayer de faciliter au maximum ton départ pour que, tu vois, ce soit pas casse-tête pour toi. Tu as les préavis de 4 mois là, vas-y, ça y est, quoi, tu vois, elle a envie de partir et donc je crois qu'elle a dû faire un préavis de 1 mois parce qu'elle aussi voulait clôturer les projets sur lesquels elle était et tout et donc voilà, à partir du moment où tu vois où c'est clair et transparent entre les deux parties, ça il y a aucun souci. La première fois que quelqu'un est parti, ça m'a fait du mal. Et c'est là que tu te dis, en fait, on n'est pas une famille. En fait, tu vois, t'as quitté la famille, tu vois. Et en fait, finalement, non. Une fois que tu sais, en fait, je reconnais ce moment où, tu vois, t'as un collaborateur qui vient, qui s'assied sur le fauteuil. Je reconnais le moment, je sais ce qui va se passer. Ouais. Et vas-y, je suis en mode, vas-y, t'inquiète, tu vois. Voilà, t'as pris ta décision et c'est good. Il y a pas de souci, tu vois. Ouais, c'est hyper important de savoir lâcher prise. Bon, Nathan, le temps file, mais j'ai encore envie de te poser plein de questions. Donc, je vais encore en faire une petite avant la dernière question finale du podcast. Parce que tu parles de famille, on parle de famille depuis tout à l'heure. Et toi, bah, tu travailles avec ton frère. Oui. Donc, j'avais envie que tu en parles un petit peu. En fait, est-ce que ça a été compliqué ou pas de travailler en famille, justement, dans son entreprise ou pas? Bah, ça aurait pu se passer de 1000 mauvaises façons différentes parce que tu vois, souvent un frère ou une sœur ou tu vois quelqu'un dans la famille est associé. C'est plus tu as des associés qui créent un business. Et donc là, le fait qu'effectivement il y a une sorte de lien de subordination puisqu'il est employé de l'agence, c'était mon premier employé en fait. Surtout qu'à c'était une époque où on ne se connaissait pas trop parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'étais parti à Bruxelles, lui habitait toujours à Verviers, il avait fait ses études. Et à un moment j'ai presque réalisé mais en fait il fait des études en graphisme, créa, ça pourrait être intéressant pour nous. Et donc le lien s'est fait quasi naturellement. Il a hésité quand même pas mal et puis il a fini par dire ok, let's go. Il est venu en mi-temps d'abord chez nous pour commencer avant d'être maintenant en temps plein. Et donc nous en fait le gros avantage c'est c'est une force de travail qui est, je pense, supérieure à n'importe quel collaborateur parce qu'en fait il veut aussi que l'entreprise fonctionne, il veut parce qu'il sait que ça aura des répercussions aussi personnelles, tu vois, si ça se passe bien, voilà, je serai plus détendu, tout le monde sera plus content et tout. Et puis il y a une sorte de fierté familiale de se dire vas-y, on œuvre pour un truc commun. Sur le lien de subordination, je crois qu'il n'a jamais posé de soucis parce qu'il comprend avant 17h et après 17h quelle relation on doit avoir. En revanche, si des soucis, et il y a des soucis notamment, tu vois, dans l'organisation, dans les tâches qu'il peut avoir de travail, dans la compréhension qu'il y a avec le reste de l'équipe qui sont des chefs de projet et pas des graphistes, c'est que les problèmes ils sont inhérents à sa fonction. Pas au fait que c'est mon frère, tu vois. C'est sûr que bon, bah, ça peut paraître bizarre parce que tu vois, si à un moment on doit se retrouver à avoir un œuf appelé ensemble, bah oui, ça reste mon frère. Mais je crois qu'il est assez intelligent et bah, j'espère moi aussi pour enlever la casquette et en mettre une autre juste le temps du travail. C'est juste que bah comme c'est mon frère, bon forcément on peut se dire les choses beaucoup plus directement. Et en même temps, bah, il y a une responsabilité aussi parce que tu vois, si demain ça se passe mal avec lui en tant que collaborateur, ça a une répercussion familiale aussi. Tu vois, je voudrais pas que ça arrive. Et donc c'est un jeu d'équilibriste, mais globalement, en fait, dans l'ensemble, ça se passe bien. Et il a aussi, tu vois, il a pas l'ego de se dire attends, c'est mon frère qui m'engage et pourquoi est-ce qu'il me paye pas plus et pourquoi est-ce qu'il me dit ça comme ça et pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de faire ça à tel moment. Et donc il a pas cet égo là, qui est déjà tu vois une grosse charge en moins. Je te dis, les seuls problèmes qui peuvent arriver, c'est parce que c'est sa fonction. Tout comme un chef de projet ou n'importe quel autre pourrait avoir un problème de par sa fonction. Ouais, mais ça, c'est hyper smart de le penser comme ça. Et je pense que ça doit pas toujours être facile, justement, quand tu mêles famille et entreprise. Ouais. Et donc, d'arriver vraiment à faire un peu la distinction entre les deux et de comprendre que c'est deux choses différentes, c'est hyper important. Mais ça aurait pu mal se passer aussi. Et ça va peut-être mal se passer à un moment, tu vois, pour une raison ou une autre. Non, je me le souhaite pas non plus. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'on arrive assez bien à faire la différence entre les deux. Tu vois, entre parce que tu vois, quand il vient manger à la maison après la journée de travail, en fait, on parle aussi, ça peut nous arriver de parler de travail, mais de manière plus légère, mais voilà, on arrive vraiment à faire la distinction entre les deux, donc ça c'est cool, et il a une relation différente aussi avec moi, ma famille, que dire ma femme et ma fille, que au travail, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai encore envie de te poser plein de questions. En plus, j'aime bien parce que tu
tu vois, t'as facile à me raconter les choses. J'en ai gros sur la patate. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est ça. Après, moi, je vais aller interroger les équipes pour voir si c'est cohérent. Il faut surtout. Avec ce que t'as dit. Non, mais c'était hyper chouette. Et du coup, la dernière question, c'est toujours la petite question un peu signature du podcast. C'est celle que je pose à tous les invités qui passent au micro du podcast. Aujourd'hui, je pense, on le sait tous, on est dans une période un peu de transition, de grands mouvements. On sait pas trop vers où on va. On voit bien que, en termes sociétal, en termes environnemental, il y a des choses, tu vois, un peu, voilà, on veut changer, mais on change pas. On sait pas trop où on va. Moi, j'ai un peu envie de savoir, dans ce contexte-là, qui parfois peut être un peu anxiogène pour certains jeunes notamment, c'est quoi un peu, toi, ta vision, ou en tout cas, quel devrait être, selon toi, le travail de demain, ou en tout cas le travail du futur? Alors, je dirais, ça dépend si tu le regardes d'un point de vue entrepreneur, tu vois, ou indépendant, ou d'un point de vue salarié. Bien que je crois que il y a des gens qui sont faits pour être indépendants, d'autres pour être salariés, et c'est, tu vois, mais il faut l'accepter. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, tout le monde ne veut pas être employé, et chacun parfois est bien à sa place. Moi, je crois que c'est simplement le fait de s'écouter en permanence. Est-ce que c'est un peu bateau de dire ça? Je crois, hein. Le fait de s'écouter sur ce que tu veux vraiment faire, ça c'est à titre personnel. Maintenant, pour la gestion d'une entreprise en tant qu'indépendant, c'est, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est d'offrir une liberté quasi totale en fait. Et en général, les gens font de cette liberté de bonnes choses. Ouais. Ils en font bon usage. Pour refaire ce parallèle avec le couple, c'est comme si tu te disais, j'ai pas envie, tu vois, je vais aller fouiller le téléphone de ma femme ou de mon mari, ou je vais, tu vois, éviter qu'il puisse rencontrer d'autres personnes et tout. En fait, non, laisse une confiance totale. Et peut-être sera déçu à un moment, hein, ça peut arriver. Mais franchement, en général, les gens font un bien meilleur usage de cette liberté que ce que tu penses. Mais ça, c'est plutôt un conseil pour les porteurs de projets, tu vois, qui veulent commencer à créer une équipe, etc. Ouais. Fais plus confiance aux gens que ce que tu penses. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, un monde du travail dans lequel on a en fait une liberté, une autonomie chacun, et de se dire que en fait, j'aime bien cette vision parce que je trouve qu'elle est hyper optimiste sur l'humanité. Tu vois, on a parfois tendance à beaucoup critiquer, que ça soit les jeunes, que ça soit les vieux, que ça soit les travailleurs, les salariés, etc. Tu vois, on voit toujours un peu le mal chez les gens, et moi j'aime cette vision de se dire, en fait, si tu laisses l'autonomie aux gens, ils vont faire des bonnes choses avec ça. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec cette vision dichotomique, et c'est un peu comme le fait de dire. Il faut taxer les grands patrons qui gagnent beaucoup d'argent, et de dire les employés ne font jamais rien, et tu vois, quand ils sont en télétravail, ils foutent rien. En fait, non, c'est pas blanc ou noir, quoi, tu vois. Il y a de la nuance dans tout, et je pense que ça, justement, ça permet d'amener un peu de nuance, quoi. J'adore. On va terminer sur ça, la nuance, parce que je crois que c'est le truc le plus fondamental aujourd'hui, c'est la nuance. Je pense qu'on en a absolument besoin. Là où tu vois que la montée des extrêmes se fait des deux côtés. Oui. Donc, je pense que la nuance, ce sera le point final de cet épisode. Nathan, merci beaucoup d'avoir été là. On va en toucher en bref mot parce qu'ils sont juste à côté de nous. Donc, moi, je les vois depuis tout à l'heure. Donc, tu as sorti un bouquin, si tu peux nous en parler. Ouais, écoute, 95 anecdotes de communication, c'est finalement 95 petites histoires dans les 15 dernières années que j'ai vécu dans le monde des médias, de la communication, et je parle pas mal d'entrepreneuriat forcément, le fait de devoir gérer une équipe dedans. Donc justement, je t'ai dit des trucs pendant ce podcast que j'ai écrit notamment dans le livre. Donc je serais curieux que tu me donnes ton avis évidemment dessus, ça te donnera un regard différent. Mais voilà, il est disponible, on va dire un peu partout, mais surtout sur notre site si vous voulez le commander. Ça coûte pas très très cher, et ça vous offre un regard sur, je dirais, le monde de la com au sens très très large. Super, Nathan, merci beaucoup. Moi, je mettrai les liens vers le livre et vers ton LinkedIn aussi. Oui, voilà. Dans cet épisode, en description de cet épisode de podcast, comme ça, les gens qui sont intéressés pourront te retrouver. Encore un grand merci à toi de t'être prêté au jeu du podcast. Pour nos auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.